Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La semaine qui s'achève a été évidemment marquée par les deux réunions coup sur coup de la Banque centrale américaine mercredi soir, de la Fed, et puis celle de la Banque centrale européenne, la BCE, le lendemain. Des réunions qui se tenaient dans un contexte très attendu où l'inflation, notamment l'inflation sous-jacente, l'inflation core, reste toujours élevée en Europe et aux États-Unis. On a eu donc deux réunions qui ont donné lieu à différentes déclarations intéressantes et puis surtout du côté de la Fed à une pause, ce qui n'était pas le scénario forcément évident pour cette réunion, sachant que, comme on le décrivait la semaine dernière, le marché de l'emploi aux États-Unis reste toujours très bien orienté et que les dernières publications d'inflation étaient également toujours relativement vigoureuses. Alors, c'est vrai qu'on a eu les chiffres d'inflation mardi, juste avant la décision de la Fed, les chiffres d'inflation aux États-Unis. Il y a eu donc quand même des progrès significatifs sur l'inflation globale, c'est-à-dire l'inflation qui inclut tous les items. On partait d'un chiffre de 4,9% le mois précédent et on a une inflation globale, une inflation générale qui retombe à 4%. Mais le problème pour la Fed, c'est toujours le même, c'est celui de l'inflation sous-jacente, cette inflation cœur, c'est-à-dire l'inflation dépouillée des éléments les plus volatiles comme l'alimentation et l'énergie. Et cette inflation cœur aux États-Unis, elle navigue toujours à un rythme de 5,3%. En fait, on a une inflation globale qui est plus faible que l'inflation cœur, notamment en raison des effets de base négatifs de l'énergie. L'énergie qui est beaucoup moins chère aujourd'hui et ces dernières semaines et ces derniers mois qu'elle ne l'était à la même période de l'année dernière. Et donc ça crée une pression négative en fait sur l'inflation. Et c'est ce qui fait qu'on a une inflation globale notamment qui est bien plus faible que l'inflation sous-jacente. Mais le problème, c'est que, un des éléments que la Fed doit évidemment continuer à surveiller, c'est que l'inflation sous-jacente, c'est une inflation qui est beaucoup plus inerte, qui est beaucoup plus incrustée, qui touche notamment les services. Et c'est pour ça que les discours restent toujours offensifs du côté de la Fed. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on a un peu de mal à réconcilier, à savoir que la Fed a tenu par la bouche de Jérôme Powell notamment des propos toujours forts, indiquant que le chemin est encore long avant de parvenir à ramener l'inflation à 2%, qu'il faudrait probablement passer par une période de croissance américaine en dessous de la tendance, en dessous du potentiel et d'un marché de l'emploi qui soit plus souple qu'il ne l'est actuellement pour parvenir à cet objectif. Il a écarté d'un revers de la main l'hypothèse indiquant que la plupart des membres du FOMC, donc de ceux qui votent les décisions notamment, la plupart des votants étaient contre l'idée même d'abaisser les taux cette année, donc d'un pivot plus tard dans l'année, et a même indiqué qu'il faudrait probablement quelques années, pour reprendre ces termes, couple of years, donc c'est au moins 2 ans avant de voir les taux rebaisser. Alors 2 ans à partir de quoi? Est-ce que c'est 2 ans à partir du moment où on commence à faire une pause, 2 ans à partir du moment où on touche le taux terminal, 2 ans à partir du moment où on prend un repère? Et c'est quand même pas très précis tout ça. Simplement, ça restait quand même un discours relativement hawkish et relativement offensif, et un discours qui toutefois n'a pas, et c'est en ça que quand je dis que la Fed cherche à entretenir un contexte relativement agressif en termes de positionnement de politique monétaire. D'ailleurs, les projections de la Fed, c'était un des gros rendez-vous attendus mercredi soir. La Fed a relevé les anticipations d'inflation cœur, ses projections pour 2023, elle les a rehaussées, donc signe qu'elle anticipe une inflation cœur plus résiliente. Elle a également estimé que le chômage baisserait moins que ce qui était prévu au mois de mars sur l'ensemble de l'année, 4,1% contre 4,5% de taux de chômage estimé précédemment. Et puis elle a un petit peu relevé ses prévisions de croissance, elle les a ramenées à 1%. Donc dans ce contexte, effectivement, les membres du FOMC, via leurs projections, ce qu'on appelle les dot plots, désormais considèrent qu'on a encore 2 hausses de taux cette année qui sont encore possibles. Mais on pourrait se dire, du coup, c'est absolument terrible, 2 hausses de taux. Finalement, pourquoi avoir fait une pause? Si les membres de la Fed estiment dans leur grande majorité qu'on doit ramener les taux, la fourchette actuelle, c'est 5,25. Donc, s'il faut qu'on ramène les taux 50 points de base plus haut, c'est 5,50, 5,75. Si on doit ramener ces taux dans cette zone-là, pourquoi avoir fait une pause en juin? Et vous voyez, c'est ça qui n'est pas simple à réconcilier, c'est que finalement, on a des choses qui sont un peu paradoxales. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un discours de Jérôme Powell assez offensif, et puis un communiqué de la Fed et des projections de la Fed elle-même et des membres de la Fed qui restent
convaincu que l'inflation va persister quelque temps, donc ça c'est le côté agressif, hawkish, mais dans le même laps de temps, il y a cette pause. Et la pause finalement vient un peu contredire, en tout cas contrecarrer les effets de cette communication négative. Et même Jérôme Powell lui-même, pendant la conférence, il aurait pu presque confirmer qu'il y aurait hausse en juillet sans s'engager à 100%, mais il aurait pu dire, voilà, la probabilité d'une hausse en juillet est très élevée, or il ne l'a pas fait. Il a dit que la réunion de juillet serait une réunion ouverte, que rien n'avait été décidé pour juillet. Donc vous voyez, c'est le genre d'éléments, de déclarations qui montrent qu'il n'y a pas de certitude, d'une agressivité particulière supplémentaire en juillet. Et puis il a également expliqué que les fameux dot plots, ces projections des membres du FOMC sur le futur niveau de taux potentiel, il a expliqué que ces projections n'étaient pas un engagement, n'avaient pas de valeur d'action obligatoire à venir. Donc il dégrade en fait, c'est pas nouveau, il l'a déjà fait par le passé, mais il dégrade un peu le rôle de ces projections, expliquant qu'elles n'ont pas vocation à être des projections engageantes de la part de la Fed. Donc ce genre de déclaration, on voit ce que ça produit comme effet. Est-ce que les taux finalement, si la Banque centrale en gros vous annonce qu'elle va relever les taux de 50 points de base, on aurait dû avoir, si le marché était convaincu qu'elle allait le faire, on aurait dû avoir sur la partie la plus courte de la courbe de taux, les taux qui vont de 1 mois à 6 mois en gros, on a vu que c'est des projections pour la fin de l'année, donc qui couvrent les 6 prochains mois potentiellement, et bien toute cette partie de la courbe de taux de 1 à 6 mois aurait dû s'apprécier potentiellement de 50 points de base de plus. Or, ce n'est pas le cas. Quand on regarde actuellement, en cette fin de semaine, les niveaux de taux, ils sont équivalents au niveau où ils étaient avant la décision de la Fed. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose là qui n'est pas très simple à conclure en termes de positionnement de la Fed. Et la question qu'on peut se poser du coup en toile de fond, c'est est-ce qu'il n'y a pas simplement un exercice de communication destiné au marché pour faire en sorte que, même si on ne croit pas réellement qu'on relèvera encore les taux du côté de la Fed, on veut le faire croire au marché pour garder des conditions financières restrictives, c'est-à-dire s'assurer que les taux ne retombent pas, que les taux de marché ne retombent pas, ce qui influencerait les taux de crédit immobilier qui repartiront à la baisse, les taux de crédit consommation qui repartiront à la baisse, et ça pourrait être potentiellement à nouveau inflationniste en stimulant la demande. Donc d'un côté, on se rend compte que la Fed effectivement ne veut pas que ces conditions financières se durcissent, mais elle a du mal à convaincre les marchés de ses actions futures. Et pourquoi elle a du mal à convaincre? C'est peut-être parce qu'elle-même n'est pas convaincue finalement de ce qu'elle fera dans les mois à venir. N'y a-t-il pas là derrière peut-être des interrogations sur le rythme de croissance aux États-Unis? C'est pas parce que la Fed a relevé à 1% contre 0,4% sur l'estimation du mois de mars, elle a relevé à 1% ses projections de croissance pour cette année, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est certaine que cette croissance sera au rendez-vous. Vu que les projections n'ont pas valeur d'engagement du côté de la Fed, bien peut-être que c'est que de la communication et que la Fed, au contraire, redoute peut-être une croissance qui va ralentir plus fortement, peut-être même une récession. On rappelle que la position de certains indicateurs avancés et leur degré de ralentissement depuis des mois semblent plutôt ouvrir la porte à un futur ralentissement de l'économie américaine plutôt qu'à une expansion. Et donc peut-être que la Fed est déjà engagée dans un raisonnement de attention de ne pas trop en faire non plus sur les taux, parce que toutes les hausses de taux et tout ce qui était décidé en termes de politique monétaire va encore produire ses effets avec une forme d'inertie en fait, sans en rajouter. Bien tout ce qui a déjà été mis en place en termes de durcissement monétaire va encore produire ses effets, et donc attention de ne pas en faire trop, parce qu'on est peut-être déjà en train d'assister à une économie qui ralentit et dont le ralentissement va probablement accélérer au deuxième semestre. Donc c'est peut-être ça effectivement qui fait qu'il n'y a pas eu de réaction très très forte. Les taux sont quand même un peu maintenus, mais on voit bien que le marché action n'y croit pas du tout. Alors, regardez bien les rebonds qu'on a eu dans la foulée sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, le SP500, tous les indices américains, les small caps aussi, tout est reparti à la hausse derrière. C'est bien le signe que le marché considère que les probabilités réellement d'avoir une Fed très agressive dans les mois à venir n'est pas si élevée que ça. Et donc on a une volatilité actuellement sur les marchés américains qui est de l'ordre de 13. En Europe, c'est pareil, 13 de volatilité. Le DAX a une volatilité de 13. C'est très très peu, 13. Les records historiques à la baisse, pour le DAX par exemple, l'indice allemand, les records à la baisse en termes de volatilité, c'est dans la zone des 10. Alors que dans les phases de panique, je vous rappelle que pendant le Covid ou autre, on était monté dans des zones à plus de 80. 70, 80 et même un peu au-delà dans des crises passées, les crises notamment des subprimes ou autres. Donc 13, c'est très très faible comme volatilité. C'est un marché qui n'est pas couvert du tout. C'est-à-dire que les investisseurs ne se couvrent plus, considérant qu'il n'y a plus vraiment de risque. Et c'est là qu'il y a peut-être un petit décalage avec la réalité. Parce que si on regarde par exemple l'Allemagne, prenons le cas de l'Allemagne, bon, la BCE, je passe rapidement là-dessus, le discours
offensif, comme toujours, probable hausse de taux en juillet, et puis peut-être même en septembre, donc on laisse la porte ouverte comme ça, plein de hausses de taux. Ça a fait un petit peu rebondir les taux en zone euro, mais c'est pas bien méchant. L'euro a quand même rebondi, attention, ça c'est à noter par contre, hein. L'euro a quand même pas mal rebondi, donc là le marché des changes vient un peu plus adhérer aux paroles de la BCE. Mais du côté des indices européens, on ne peut pas dire qu'il y ait réellement un stress par rapport à ça. Alors même si on sait que les indices européens sont composés de valeurs internationales, oui, mais ok, mais les valeurs européennes exportatrices aux États-Unis, les États-Unis, eux aussi, sont embarqués dans une politique monétaire très agressive. Donc les questions de, oui, les indices ne réagissent pas seulement aux politiques, aux décisions de politique européenne parce que ce sont des indices mondialisés, ok, mais la croissance en Chine et la reprise restent mollassonnes. La croissance américaine n'est pas très élevée à ce stade, toujours soumise à des politiques monétaires restrictives. Puis en Europe, c'est le même cas de figure. Et donc, on en arrive avec de la volatilité qui retombe au niveau des indices européens de la zone des 13, on l'a dit, mais l'Allemagne, rappelons-le, a eu une récession entre le T4 et le T1, donc récession technique certes, mais récession quand même. Et là, la Bundesbank ce matin, donc là on est vendredi, j'enregistre le podcast là vers 16h30, vendredi matin, donc la Bundesbank a considéré que l'économie allemande connaîtrait sur l'année complète une contraction de 0,3%. Donc on est bien sur un schéma de récession et pas seulement récession technique. Il y a également le fait que la balance commerciale allemande manque de dynamique, notamment le moteur export. La question également, toujours de cette politique monétaire européenne, pour l'instant, les taux se redressent. Ils se redresseront encore probablement en juillet et peut-être au-delà de l'été. Donc, c'est vrai qu'il est dur d'expliquer dans ce contexte-là pourquoi le DAX arrive à battre des records et pourquoi la volatilité est aussi faible. Ça peut un peu s'expliquer par le fait que, du côté de la Chine, et on sait qu'il y a ces échanges commerciaux assez dynamiques entre l'Allemagne et la Chine notamment, il y a ces mesures de soutien qui commencent à être annoncées par la Banque centrale chinoise. On l'a vu cette semaine encore, l'abaissement de certains taux, le taux de financement pour les banques, le taux auquel la Banque centrale chinoise prête aux grandes banques du pays, ce taux a été abaissé sur plusieurs maturités, sur plusieurs échéances de 10 points de base. Donc on voit que ça commence à arriver un petit peu en termes de mesures de soutien parce que cette reprise est relativement molle, mais on n'est pas non plus sur de la relance phénoménale comme celle qu'on a connue par exemple après la crise des émergents 2014-2015. Donc la performance du DAX est un peu à questionner quand même parce que ça a beau être un indice qui n'est pas que domestique, il est quand même assez domestique, mais aussi à une composante internationale, comme tous les gros indices nationaux européens et américains un peu partout. Mais justement, le contexte mondial, on rappelle que cette année, la croissance mondiale devrait être la plus faible en dehors de la période Covid, donc observée depuis la crise des subprimes, depuis la période 2008-2009. Donc ce n'est pas non plus une dynamique de croissance mondiale archi favorable. Et donc, voir un DAX allemand qui revient dans ce contexte-là sur ses sommets, qui est même battu cette semaine des records historiques, ça questionne un petit peu sur peut-être une prise de risque un peu excessive à court terme et qui aurait peut-être besoin, là aussi, encore d'être un petit peu consolidé, à l'image de ce qu'a fait le CAC 40 ces dernières semaines. Voilà, des zones comme ça un peu plus consolidantes, où certes on ne s'effondre pas de 20%, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison pour cela, même aucune à ce stade, mais attention de ne pas basculer dans l'euphorie un peu trop rapidement. Il y a quand même des challenges qui restent en place. Par exemple, cette semaine, ça passe un peu inaperçu, mais on a vu que le prix du gaz a rebondi en Europe, le gaz naturel. Il était tombé très très bas. Là, ces derniers jours, il a plutôt rebondi que l'inverse. On voit que la situation en Ukraine n'est pas stabilisée, c'est la contre-offensive, donc à nouveau des mouvements militaires assez importants. Des données macro qui continuent d'être relativement médiane pour la zone euro. Donc voilà, on en est là, et c'est un contexte macro qui est assez mou, et est-ce que ça ne présage pas de résultats d'entreprise, d'annonces? Donc là on aura en début du mois, enfin courant du mois de juillet, les résultats du deuxième trimestre pour les entreprises aux États-Unis et en Europe. Et donc est-ce que dans ces résultats-là, non pas qu'il y ait des déceptions, mais est-ce que les guidances, est-ce que les projections pour le reste de l'année seront aussi optimistes que celles qu'on avait eues lors des résultats du premier trimestre? Si la macro n'est pas au rendez-vous, à un moment donné, la macro transpire quand même dans la micro. Si les ventes de détail sont moins importantes, si la production industrielle est moins importante, si, vous voyez, toutes ces données mises bout à bout, si l'épargne des ménages est moins importante, si les taux de crédit restent élevés, si la disponibilité des crédits est plus faible, etc., à un moment donné, ça doit aussi se voir dans l'activité des entreprises, dont le pricing power, c'est-à-dire la capacité à relever les prix ces derniers mois, est évidemment moins forte que ce n'était le cas les années précédentes. Et donc, voilà, quid des marges et aussi quid de la dynamique des chiffres d'affaires dans un contexte mondial qui n'est pas au beau fixe, qui n'est pas en train de sombrer, mais qui est dans un entre-deux en fait, un entre-deux contraint par les politiques monétaires en fait, tout simplement contraint par les effets des hausses de taux successives observées déjà depuis plus d'un an maintenant.
Voilà pour ce que nous pouvons dire du bilan de cette semaine. On enchaîne avec le programme de la semaine prochaine. Donc ça va commencer lundi, ça va être très calme lundi, pas grand-chose. On aura juste le sentiment des constructeurs de maisons aux États-Unis. Mardi, ça va devenir... ça va monter en puissance avec les mises en chantier et les permis de construire aux États-Unis. On aura également des discours de banquiers centraux. C'est la fin de la période de blackout. La décision de la Fed a été prise. Donc maintenant, les banquiers centraux ont le droit de reparler à nouveau. Donc Williams de la Fed va s'exprimer mardi prochain. Et mercredi, on écoutera Powell. Powell, vous savez, qui fait 2 interventions par an devant le Congrès, devant des responsables politiques pour exposer l'évolution de la politique monétaire, sa vision de l'économie, etc. Donc à suivre. Pourquoi je dis ça? Parce que si Jérôme Powell considère que la réaction des marchés après la décision de la Fed, entre guillemets, est inappropriée par rapport au message véhiculé, en gros, si Jérôme Powell estime que les marchés sont un petit peu trop détendus. Je rappelle que les marchés financiers détendus, ça veut dire aussi une partie des conditions financières qui se détend. Et donc, plus les conditions financières sont détendues, plus les risques de reprise de l'inflation sont là, si vous voulez. C'est pour ça d'ailleurs que la Fed a relevé ses taux aussi fortement pour durcir les conditions financières, durcir l'accès au crédit, relever les taux, etc. Et ça passe aussi par les marchés financiers, ce durcissement. Donc si Jérôme Powell estime que ce qui a été vu sur les marchés après sa décision et après la décision de la Fed mercredi, il pourrait tout à fait devant le Congrès adopter un discours un peu plus faucon. On se souvient qu'il avait fait des choses similaires à Jackson Hole l'année dernière, au mois d'août. Le marché s'était détendu en juillet, beaucoup trop fortement. Jérôme Powell avait calmé un peu tout le monde au mois d'août. Voilà, donc à surveiller, c'est toujours intéressant par rapport à ce qu'il dit, parce qu'un président de banque centrale, il faut toujours l'écouter, mais ce sera intéressant de voir s'il y a une espèce de service après-vente devant le Congrès, donc après la réunion de cette semaine. On aura également mercredi prochain l'inflation au Royaume-Uni. On aura un discours mercredi également du président de la Bundesbank. Jeudi, 2 décisions attendues, celle de la Banque centrale suisse, mais aussi et surtout celle de la Banque d'Angleterre. L'Angleterre toujours confrontée à une inflation très forte, mais aussi à un marché de l'emploi qui est très tendu. On l'a vu sur les derniers chiffres publiés, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière, des chiffres absolument costauds en termes de progression de salaire, en termes de création d'emplois. Donc là, la Banque d'Angleterre, elle est confrontée à un vrai problème toujours, une inflation forte et un marché de l'emploi qui reste tendu. C'est vraiment l'équation parfaite pour relever encore ces taux. Et puis on finira la semaine vendredi avec les indices d'activité, toujours intéressants à surveiller, les fameux PMI dans le secteur des services et dans le secteur manufacturier, aussi bien donc vendredi pour les États-Unis que pour l'Europe. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.